Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire rire les gens? Est-ce seulement une question de talent, de timing ou de présence sur scène? Ou bien faut-il aussi accepter de cacher une partie de soi, de vivre dans l'ombre pendant que les autres profitent de la lumière? Dans l'univers du divertissement, certaines personnalités deviennent des icônes instantanées. Leur visage est reconnu partout, leurs phrases deviennent cultes et leurs noms restent gravés dans la mémoire collective pendant des décennies. Mais derrière ces figures très visibles, il existe aussi des artistes plus discrets, des hommes et des femmes dont le travail a pourtant marqué des générations sans que leur histoire personnelle soit réellement connue du grand public. Richard Bono faisait partie de ces artistes-là. Son nom n'a jamais occupé les gros titres pendant des années, et pourtant, pendant une longue période, sa musique, son humour et son travail ont accompagné l'un des groupes comiques les plus populaires de France. Beaucoup de spectateurs ont entendu sa voix, vu son visage sur scène ou profité de son talent sans jamais vraiment savoir qui il était. Il a vécu une carrière étrange, à la fois proche du succès et constamment éloigné de la reconnaissance totale. Un homme capable de maintenir en vie un héritage culturel immense, tout en restant presque invisible aux yeux du public. Son parcours ne ressemble pas à celui des célébrités classiques. Il n'a jamais donné l'impression de courir après la gloire. Au contraire, tout dans son histoire montre un homme profondément attaché à la musique elle-même plutôt qu'à la célébrité qu'elle pouvait apporter. Derrière les rires, derrière les tournées, derrière les chansons et les spectacles, se cachait une personnalité discrète, sensible et parfois même effacée. Pourtant, ceux qui l'ont connu de près parlent d'un musicien exceptionnel, d'un homme fidèle, d'un artiste capable d'une grande créativité mais qui n'a jamais cherché à se mettre au centre de l'attention. Pendant des années, Richard Bono a dû vivre avec une situation difficile, remplacer quelqu'un que le public considérait comme irremplaçable. Lorsqu'il rejoint les Charlots dans les années 1980, le groupe est déjà une légende de l'humour français. Mais cette légende commence aussi à perdre de son éclat. Le public change, les modes évoluent et l'époque des grands succès semble déjà loin. Entrer dans un tel groupe à ce moment-là n'était pas une opportunité facile. C'était accepter d'être comparé en permanence au passé, de travailler dans l'ombre d'une gloire déjà installée et de porter le poids des souvenirs des spectateurs. Et malgré cela, il est resté. Année après année, spectacle après spectacle, Richard Bono a continué à monter sur scène avec une fidélité presque silencieuse. Il ne cherchait pas à voler la place de ceux qui étaient partis. Il essayait simplement de maintenir quelque chose en vie. Une ambiance, une histoire, une partie du patrimoine populaire français. Mais cette loyauté a aussi eu un prix. Sa carrière solo n'a jamais réellement explosé. Ses projets personnels sont restés méconnus. Certains de ses rêves artistiques n'ont même jamais vu le jour. Plus le temps passait, plus son histoire semblait suivre un étrange paradoxe. Tout le monde reconnaissait son talent, mais ce talent ne se transformait jamais complètement en succès durable. Ceux qui travaillaient avec lui parlaient d'un pianiste remarquable, d'un compositeur brillant et d'un homme capable d'improviser avec une intelligence rare. Pourtant, le grand public continuait souvent à le voir seulement comme le remplaçant ou comme un musicien secondaire. Une étiquette qui ne reflétait ni ses capacités ni l'importance réelle de sa contribution. Et puis il y a eu la fin. Une fin discrète, presque silencieuse, à l'image de toute sa vie. Pas de grandes déclarations publiques. Pas de mise en scène dramatique. Seulement quelques proches, quelques hommages sincères et beaucoup de questions laissées sans réponse. Après sa disparition, plusieurs artistes ont parlé de lui avec émotion, révélant un homme bien plus complexe que ce que le public imaginait. Un homme à la fois drôle et fragile, talentueux mais humble, passionné mais profondément discret. Aujourd'hui, l'histoire de Richard Bono soulève une question importante. Combien d'artistes essentiels sont oubliés simplement parce qu'ils n'ont jamais été au centre des projecteurs? Combien de carrières restent dans l'ombre alors qu'elles ont pourtant participé à construire des souvenirs collectifs pour des millions de personnes? Derrière les grandes stars se cachent souvent des figures silencieuses sans lesquelles certaines œuvres n'auraient jamais existé. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur toute l'histoire de Richard Bono. Son enfance, sa passion pour la musique, son arrivée dans les Charlots, ses difficultés, ses projets inachevés et les derniers moments de sa vie. Une histoire faite de talent, de fidélité, de regrets parfois, mais surtout d'une incroyable persévérance. Car même sans être au premier plan, certains artistes laissent une trace beaucoup plus profonde qu'on ne l'imagine. L'homme avant la célébrité. Bien avant que son nom soit associé aux Charlots, avant les tournées, les festivals et les scènes françaises, Richard Bono était simplement un jeune garçon originaire de Blanzy, une commune tranquille où rien ne semblait annoncer une carrière dans le monde du spectacle. Pourtant, dès son plus jeune âge, quelque chose le distinguait déjà des autres enfants. Là où certains voyaient la musique comme un simple loisir ou une activité scolaire parmi d'autres, lui voyait presque une nécessité. Très tôt,
Il développa une relation particulière avec les instruments, une relation qui allait progressivement devenir le centre de toute son existence. Le piano fut son premier véritable langage. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre des notes ou de reproduire des morceaux classiques. Richard cherchait déjà à comprendre les émotions cachées derrière les mélodies. Il pouvait passer des heures devant le clavier, répétant les mêmes passages encore et encore jusqu'à obtenir exactement le son qu'il imaginait dans sa tête. Cette patience impressionnait déjà ceux qui l'entouraient. Beaucoup décrivaient un enfant calme, réservé, mais totalement absorbé par ce qu'il faisait. Avec le temps, cette passion devint plus vaste. Richard ne se contenta pas du piano. Il se mit également à apprendre la guitare, la basse et la batterie. Cette polyvalence allait devenir l'une de ses plus grandes forces. Contrairement à beaucoup de musiciens spécialisés dans un seul domaine, il comprenait rapidement comment chaque instrument pouvait dialoguer avec les autres. Ses capacités à penser la musique comme un ensemble lui permit de développer une sensibilité artistique très particulière. Mais ce qui frappait le plus chez lui n'était pas seulement son talent, c'était surtout son comportement. Richard Bono n'était pas quelqu'un qui cherchait naturellement à attirer les regards. Même lorsqu'il jouait avec une maîtrise impressionnante, il restait discret. Il ne donnait jamais l'impression de vouloir prouver quelque chose ou d'avoir besoin d'être admiré. Ce trait de caractère allait le suivre toute sa vie et expliquait en partie pourquoi il resta souvent dans l'ombre malgré ses capacités évidentes. Au fil des années, il poursuivit sa formation musicale avec sérieux et intégra le Conservatoire de Dijon. Cette étape fut importante car elle donna un cadre plus académique à son talent instinctif. Là-bas, il approfondit ses connaissances techniques, apprit la rigueur du travail musical et développa encore davantage son oreille. Mais même dans cet environnement compétitif, il ne ressemblait pas aux étudiants qui rêvaient déjà de célébrité ou de carrière spectaculaire. Richard semblait avancer différemment, presque à contre-courant. Alors que beaucoup auraient tenté immédiatement leur chance dans le milieu artistique parisien, il choisit une voie beaucoup plus stable. Il devint professeur de musique à Saint-Vallier. Ce choix en disait long sur sa personnalité. Il préférait la stabilité à l'incertitude du show business. Enseigner lui apportait une forme d'équilibre et de sens que le monde du spectacle ne garantissait pas toujours. Pour lui, transmettre la musique avait autant de valeur que monter sur scène. Mais derrière cette vie calme d'enseignant existait déjà une autre réalité. Pendant les vacances scolaires, Richard quittait la salle de classe pour rejoindre les bars et les établissements de la Côte d'Azur où il jouait du piano devant des touristes et des clients de passage. Ces soirées n'avaient rien de glamour. Ce n'était pas la grande scène parisienne ni les émissions de télévision. Pourtant, ces expériences furent essentielles dans sa construction artistique. Dans ces lieux souvent bruyants et imprévisibles, il apprit quelque chose que les écoles de musique n'enseignent pas. Comment capter l'attention d'un public qui n'est pas venu spécialement pour vous écouter? Chaque soir était différent. Il fallait s'adapter à l'ambiance, sentir l'énergie de la salle, comprendre quand il fallait jouer avec douceur ou au contraire apporter plus d'énergie. Cette école du terrain forgea son professionnalisme. Peu à peu, Richard comprit également une vérité importante sur le monde artistique. Être vu et être retenu sont deux choses totalement différentes. Dans ces bars, des centaines de personnes l'écoutaient sans connaître son nom. Elles appréciaient le moment, applaudissaient parfois, puis repartaient sans jamais penser aux musiciens derrière le piano. Cette situation aurait pu frustrer beaucoup d'artistes, mais chez lui, elle renforça surtout une certaine humilité. Malgré cette vie relativement discrète, une opportunité plus importante finit par se présenter. Richard participa à un télécrochet diffusé à la télévision. À cette époque, ce genre d'émission représentait une chance immense pour les jeunes artistes cherchant à se faire remarquer. Il participa plusieurs fois à la compétition, avançant progressivement jusqu'à atteindre la finale. Face à lui se trouvait notamment un très jeune Patrick Fiori, qui deviendrait plus tard l'une des grandes voix de la chanson française. Contre toute attente, Richard remporta la compétition. Sur le papier, ce moment aurait dû changer sa vie. Beaucoup auraient imaginé qu'une victoire télévisée ouvrirait immédiatement les portes du succès, des maisons de disques et des grandes scènes. Mais la réalité fut beaucoup plus complexe. Après cette victoire, rien ne bascula véritablement. Il n'y eut pas d'explosion médiatique ni de transformation spectaculaire de sa carrière. Richard retourna simplement à son quotidien, reprenant son travail d'enseignant tout en continuant ses activités musicales parallèles. Cette situation résume parfaitement le paradoxe de toute sa vie, un talent évident, reconnu ponctuellement, mais qui ne se traduisait jamais complètement par une reconnaissance durable. Cette période fut probablement déterminante pour son caractère. Beaucoup de personnes auraient ressenti de l'amertume après avoir vu une telle opportunité ne produire aucun changement majeur. Mais Richard semblait avoir accepté très tôt que le monde artistique ne récompense pas toujours le mérite de manière logique.
Il continua donc à avancer sans colère, sans scandale et sans chercher à forcer les choses. Entrer dans les Charlots, une place impossible à prendre. Au milieu des années 1980, les Charlots n'étaient plus le phénomène explosif qu'ils avaient été durant la décennie précédente, mais leur nom possédait encore une importance immense dans la culture populaire française. Pendant des années, le groupe avait incarné une forme d'humour absurde, irrévérencieux et musical qui avait marqué toute une génération. Leurs chansons, leurs films et leurs apparitions télévisées avaient construit une identité immédiatement reconnaissable. Pour beaucoup de Français, les Charlots représentaient bien plus qu'un simple groupe comique. Ils faisaient partie des souvenirs d'enfance, des soirées familiales et d'une époque désormais révolue. Au centre de cette identité se trouvait Gérard Rinaldi. Sa voix, son énergie et son charisme avaient largement contribué à faire du groupe un succès national. Lorsqu'il décida de quitter les Charlots afin de poursuivre une carrière différente, le vide laissé derrière lui fut immense. Ce départ n'était pas seulement artistique. Il était émotionnel. Le public associait profondément le groupe à sa présence, et imaginer quelqu'un d'autre à sa place semblait presque impossible. C'est dans ce contexte particulièrement délicat que Richard Bono entra progressivement dans l'histoire des Charlots. À première vue, il ne ressemblait pas du tout au choix évident. Il n'était pas une vedette connue du grand public. Son visage n'était pas familier des médias. Il ne possédait pas cette personnalité exubérante que beaucoup associaient naturellement à l'univers de la comédie. Son parcours était celui d'un musicien discret, d'un enseignant passionné et d'un professionnel sérieux plutôt que celui d'une star du spectacle. Pourtant, c'est précisément ce qui séduisit Gérard Filippelli et Jean Sarru. Ils ne cherchaient pas simplement quelqu'un capable de chanter ou de monter sur scène. Ils avaient besoin d'un musicien fiable, polyvalent et capable de comprendre l'esprit du groupe sans essayer de l'écraser avec son propre ego. Richard apportait cette stabilité. Il savait jouer plusieurs instruments, comprenait parfaitement les mécanismes de la scène et possédait surtout une capacité d'adaptation rare. En 1986, il rejoignit officiellement les Charlots. Sur le papier, cela pouvait sembler être une formidable opportunité. Intégrer un groupe aussi célèbre représentait pour beaucoup un rêve inaccessible. Mais la réalité fut bien plus compliquée. Dès le début, Richard comprit qu'il n'arrivait pas dans un groupe en pleine ascension. Il entrait dans une machine déjà marquée par le temps, les comparaisons et la nostalgie. Le problème principal était simple, le public ne voyait pas en lui un nouveau membre à part entière. Il était celui qui venait après. Et dans l'esprit des spectateurs, remplacer un membre fondateur revient souvent à porter une responsabilité impossible. Peu importe le talent du nouveau venu, les souvenirs du passé restent toujours plus puissants. Chaque apparition sur scène devenait alors une forme d'épreuve silencieuse. Le public comparait inconsciemment les voix, les attitudes, l'énergie et même les expressions. Richard devait interpréter des chansons déjà associées émotionnellement à quelqu'un d'autre. Il se retrouvait face à des spectateurs qui ne venaient pas seulement écouter de la musique ou rire. Ils venaient retrouver une partie de leur passé. Et aucun artiste ne peut réellement rivaliser avec la nostalgie. Cette situation créa une pression constante. Richard lui-même reconnaîtra plus tard à quel point il était difficile de succéder à Gérard Rinaldi. Non pas parce qu'il doutait de ses capacités musicales, mais parce qu'il comprenait parfaitement le lien affectif entre le public et les anciens Charlots. Il savait qu'il ne pourrait jamais remplacer complètement une figure aussi emblématique. Alors, plutôt que de chercher à imiter ou à concurrencer son prédécesseur, il adopta une autre approche. Il choisit de servir le groupe avant de se servir lui-même. Cette décision fut probablement essentielle pour la survie des Charlots durant cette période. Richard n'essaya jamais de transformer brutalement l'identité du groupe. Il respectait l'histoire déjà construite tout en apportant progressivement sa propre sensibilité musicale. Cette discrétion, qui pouvait parfois le rendre invisible médiatiquement, devenait paradoxalement une force à l'intérieur du collectif. Musicalement, son apport fut considérable. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, les Charlots n'étaient pas seulement des humoristes. Leur musique demandait également une vraie maîtrise technique. Richard possédait cette rigueur. Grâce à sa polyvalence instrumentale, il pouvait soutenir les arrangements, renforcer la qualité des performances et maintenir une cohérence musicale malgré les changements internes du groupe. Pour les personnes travaillant en coulisses, son importance devint rapidement évidente. Il n'était pas simplement le remplaçant. Il devenait progressivement l'un des piliers silencieux permettant au groupe de continuer à fonctionner. Son sérieux compensait parfois les difficultés d'une formation vieillissante qui essayait de survivre dans un paysage culturel en pleine transformation. Une carrière toujours proche du succès, sans jamais le saisir complètement.
Lorsque les Charlots commencèrent progressivement à disparaître du devant de la scène à la fin des années 1990, beaucoup pensèrent que Richard Bono allait enfin tenter de construire une véritable carrière personnelle. Après plus de 10 ans passés dans un groupe aussi connu, certains imaginaient qu'il possédait désormais suffisamment d'expérience, de contacts et de visibilité pour lancer son propre nom dans le monde du spectacle. Mais encore une fois, la réalité allait être bien différente. Le problème principal était simple. Malgré toutes ces années sur scène, Richard restait paradoxalement un visage relativement discret pour le grand public. Les spectateurs connaissaient les Charlots, connaissaient les chansons, les films et les sketchs, mais peu de personnes pouvaient réellement citer son nom ou raconter son parcours. Cette situation créait un immense décalage entre son expérience réelle et la reconnaissance publique dont il bénéficiait. Pourtant, il continua à travailler. Comme toujours dans sa vie, il ne choisit pas la facilité ni les grands coups médiatiques. Il poursuivit sa route à travers différents projets, différentes collaborations et différents univers artistiques. Il rejoignit notamment Patrick Sébastien, d'abord à la radio puis à la télévision. Ces collaborations lui permettaient de rester actif dans le milieu du divertissement tout en utilisant ses compétences musicales dans des contextes variés. Mais là encore, Richard occupait surtout des rôles secondaires. Il travaillait souvent dans l'ombre comme musicien, accompagnateur ou collaborateur technique. Il participait au succès des autres sans réellement devenir lui-même une figure centrale. Cette position aurait pu être frustrante pour quelqu'un obsédé par la célébrité. Pourtant, chez lui, il semblait exister une forme d'acceptation presque naturelle de cette réalité. Cela ne signifiait pas qu'il manquait d'ambition artistique. Au contraire, ceux qui travaillaient avec lui savaient parfaitement à quel point son niveau musical était élevé. Richard Bono n'était pas simplement un musicien capable d'accompagner des artistes populaires. C'était un véritable technicien de la musique, un pianiste extrêmement précis et un homme capable d'improvisation impressionnante. Plusieurs proches racontaient qu'il pouvait transformer des morceaux classiques en moments comiques sans jamais perdre la maîtrise technique de son jeu. L'un des exemples souvent évoqués concernait la célèbre marche turque de Mozart. Richard s'amusait parfois à introduire volontairement de mauvaises notes dans son interprétation afin de provoquer le rire du public. Mais derrière cet humour se cachait une démonstration de contrôle incroyable. Faire semblant de mal jouer tout en gardant une parfaite maîtrise du rythme et de la structure demande un niveau musical très élevé. Ce genre de détails révélait toute l'intelligence artistique de Richard. Malheureusement, ce talent restait souvent invisible aux yeux du grand public. Dans le monde du spectacle, la compétence ne suffit pas toujours. Il faut aussi savoir vendre une image, créer une personnalité médiatique et attirer constamment l'attention. Or, Richard ne fonctionnait pas de cette manière. Il semblait presque allergique à la mise en avant personnelle. Là où d'autres artistes auraient utilisé chaque opportunité pour se construire une notoriété individuelle, il continuait simplement à travailler. En parallèle, il devint également pianiste pour Didier Barbelivien. Ce type de poste exigeait une immense rigueur professionnelle. Accompagner un chanteur reconnu demande une précision constante, une capacité d'adaptation rapide et une grande discrétion. Le musicien doit savoir soutenir l'artiste principal sans jamais prendre trop de place. Encore une fois, Richard excellait exactement dans ce genre de rôle. Et encore une fois, cela renforçait son invisibilité. Plus les années passaient, plus devenait ce professionnel extrêmement respecté à l'intérieur du métier, mais relativement méconnu à l'extérieur. Beaucoup de musiciens savaient à quel point il était compétent. Beaucoup d'artistes appréciaient sa fiabilité. Pourtant, cette reconnaissance restait limitée aux coulisses du spectacle. Cette contradiction devint l'un des aspects les plus marquants de sa carrière. Car pendant ce temps, Richard ne cessait pas de créer. Il écrivait, composait et développait de nouveaux projets. Il participa à des sketchs télévisés, créa des musiques pour différents programmes et continua à explorer plusieurs directions artistiques. Il possédait une imagination musicale bien plus large que ce que le public associait généralement aux Charlots. Mais encore une fois, plusieurs de ses idées les plus ambitieuses ne virent jamais réellement le jour. L'un des exemples les plus révélateurs fut son projet de big band avec Guy Lux. Sur le papier, l'idée était prometteuse. Elle mélangeait musique, spectacle et orchestration dans un format capable de mettre en valeur toutes les compétences de Richard. Pourtant, malgré le travail préparatoire et l'enthousiasme autour du concept, le projet ne se concrétisa jamais. Cette situation résumait parfaitement sa trajectoire. Les idées existaient, le talent existait, le sérieux existait, mais le résultat final semblait toujours lui échapper au dernier moment, comme si sa carrière restait constamment bloquée entre potentiel et accomplissement. Sur le plan financier, cette réalité avait aussi des conséquences concrètes.
Contrairement à certaines grandes vedettes ayant accumulé des fortunes pendant leurs années de gloire, Richard devait continuer à travailler régulièrement pour maintenir une certaine stabilité. Son parcours n'était pas celui d'un artiste vivant sur des revenus gigantesques ou sur une renommée éternelle. Il dépendait du travail quotidien, des collaborations et des projets successifs. C'est aussi pour cette raison qu'il ne coupa jamais totalement le lien avec l'enseignement ou les petites scènes. Le retour inattendu des Charlots, entre nostalgie et dernière chance. Au début des années 2000, beaucoup pensaient que l'histoire des Charlots appartenait définitivement au passé. Le groupe faisait désormais partie de cette catégorie d'artistes associés à une époque précise, à une génération particulière et à une forme d'humour devenue nostalgique. Leur grand succès semblait enfermé dans les souvenirs des anciennes émissions de télévision, des vieilles cassettes vidéo et des rediffusions occasionnelles. Pour le grand public, l'aventure paraissait terminée depuis longtemps. Richard Bono lui-même n'imaginait probablement pas remonter un jour sur scène sous le nom des Charlots. Pendant plusieurs années, chacun avait suivi sa route. Certains membres du groupe s'étaient éloignés du spectacle, d'autres poursuivaient des activités plus discrètes. Le monde du divertissement avait profondément changé. Une nouvelle génération d'humoristes occupait les écrans, les goûts du public avaient évolué et les références des années 1970 semblaient désormais appartenir à une autre époque. Et pourtant, contre toute attente, quelque chose allait renaître. Ce retour ne commença pas avec un énorme contrat télévisé ni avec une stratégie marketing ambitieuse. Au contraire, tout débuta d'une manière très simple, presque intime. En 2013, un festival organisé à Trazegnies, en Belgique, rendit hommage aux Charlots et à Gérard Rinaldi, disparu quelques années plus tôt. L'événement n'était pas pensé comme un véritable comeback commercial. Il s'agissait avant tout d'un rassemblement de passionnés, d'anciens fans et de proches souhaitant célébrer la mémoire du groupe. Richard Bono accepta de participer. Aux côtés de Jean Sarru, Jean-Guy Fechner et Ginette Rinaldi, il retrouva l'univers des Charlots dans une ambiance très différente de celle des grandes années. Il n'y avait plus les foules immenses ni la pression médiatique d'autrefois. Mais il y avait autre chose, une émotion sincère. Ce premier retour révéla une vérité importante. Malgré le temps écoulé, le public n'avait pas oublié. Les spectateurs présents connaissaient toujours les chansons, les répliques et les souvenirs liés au groupe. Cette fidélité surprit probablement les artistes eux-mêmes. Car lorsque le temps passe, beaucoup d'anciens succès disparaissent complètement de la mémoire collective. Mais les Charlots continuaient d'occuper une place particulière dans le cœur d'une partie du public. L'année suivante, un deuxième festival fut organisé. Et cette fois, quelque chose changea véritablement. Ce qui ressemblait d'abord à un simple hommage commença progressivement à prendre la forme d'une véritable renaissance. Remonter sur scène ensemble, réveiller des sensations oubliées. Le lien avec le public existait encore. Même si les salles étaient plus petites et les enjeux différents, l'énergie restait réelle. Pour Richard Bono, cette période avait une signification très particulière. Lorsqu'il avait rejoint les Charlots dans les années 1980, il était vu comme le nouveau, celui qui remplaçait un membre historique. Mais avec le temps, cette perception avait évolué. Après toutes ces années, après toutes ces tournées et après la disparition progressive des figures originales du groupe, Richard faisait désormais partie intégrante de l'histoire des Charlots. Et au fond, l'histoire de Richard Bono montre qu'il existe des artistes essentiels qui ne deviennent jamais vraiment des stars. Des hommes capables de faire rire, de faire vivre la musique et de porter tout un héritage, sans jamais chercher la lumière pour eux-mêmes. Pendant des décennies, il a continué à jouer, créer et faire vivre les Charlots avec une fidélité incroyable, même lorsque tout semblait déjà appartenir au passé. Son parcours n'est peut-être pas celui d'une immense célébrité, mais c'est celui d'un artiste authentique, passionné et profondément respecté par ceux qui ont travaillé à ses côtés. Et parfois, ce sont justement ces carrières discrètes qui laissent les traces les plus humaines. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que certains artistes talentueux sont oubliés simplement parce qu'ils ne sont jamais au centre des projecteurs? Et si vous aimez ce genre d'histoire vraie sur les célébrités, les destins méconnus et les coulisses du monde du spectacle, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires.